Salut, c'est Colombe Henrion. Bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. On y enterre nos cadavres et nos déchets, on l'occupe, l'artificialise, l'exploite, le cultive, y construit nos villes et y dessine nos campagnes. Il s'agit du sol. Cette terre nourricière sans qui il n'y aurait pas d'histoire, pas de localisation, pas de civilisation. Ce sol, souvent perçu comme de la terre sale, une terre inerte, invisible, est pourtant le marquage de l'ADN de l'humanité et du vivant. Aujourd'hui, nous allons vous parler du sol et de son importance dans le maintien de la vie sur Terre. Pour cela, nous recevons Marc-André Sellos, microbiologiste et spécialiste des sols, professeur au Musée national d'histoire naturelle à Paris et membre de l'Académie d'agriculture de France. Bonjour Marc-André. Bonjour. Mathieu Bravin, agronome, biogéochimiste, spécialiste de la contamination des sols agricoles et chercheur au sein de l'unité recyclage et risque du CIRAD. Bonjour Mathieu. Bonjour Colombe, bonjour à tous les trois. Et Arnaud Daguin, ancien chef étoilé, expert en stratégie alimentaire et cofondateur de l'association pour une agriculture du vivant. Bonjour Arnaud. Bonjour Colombe, bonjour tout le monde. Des microbes aux mammifères, on a longtemps pensé que le sol abritait 25% de la biodiversité terrestre. Or, une nouvelle étude publiée en août 2023, donc août dernier, dans Proceedings of the National Academy of Sciences, vient de montrer qu'il hébergerait jusqu'à quasiment 60% des espèces vivantes, faisant de lui le plus grand réservoir de biodiversité au monde. Loin d'être un simple amas de terre, le sol est donc essentiel à la vie. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un sol, Mathieu Bravin ? Eh bien, alors pour ce qui est de la biodiversité, je laisserai Marc-André qui est plus spécialiste que moi pour en parler. Ce qu'on peut dire quand même des sols, c'est qu'on le qualifie souvent d'épiderme de la Terre, c'est-à-dire la peau de la Terre, la fine couche qui recouvre les parties émergées de la Terre et qui est constituée d'un mélange de matière organique et de phases minérales qui sont issues des roches à partir desquelles se forment les sols. Donc ces sols se forment par des processus à la fois physiques et chimiques qui sont notamment liés au climat. Plus les climats sont chauds et humides, dans les milieux tropicaux par exemple, et plus les sols se forment vite. Et bien sûr par un ensemble de processus biologiques liés aux organismes vivants qui vivent dans le sol et qui déplacent, qui mélangent, qui incorporent les différents matériaux du sol et qui les font aussi évoluer. Donc ces processus donnent au sol leurs propriétés et donc les fonctions qui sont si essentielles simplement à la survie et au développement des sociétés humaines. Le dernier point important quand on peut parler des sols, c'est de penser au temps de formation des sols. C'est évidemment des choses qui se passent sur les temps très longs. On estime en général, c'est un chiffre un peu grossier, mais qu'il faut de l'ordre d'une dizaine d'années pour former ne serait-ce que 1 millimètre d'épaisseur de sol. C'est donc un capital naturel qui est non renouvelable à l'échelle d'une vie humaine et même de plusieurs générations. Alors, on l'aura compris, le sol, c'est la vie. Et cette vie, cette biodiversité, est présente aussi bien dans nos champs que dans nos assiettes. Et c'est pour cela que, Arnaud Daguin, vous avez fondé l'association pour une agriculture du vivant. À l'origine, vous étiez chef cuisinier et même le premier à tenir une table d'hôte étoilée qui se situait au Pays Basque. Votre père est l'inventeur du magret de canard et votre grand-mère maternelle a ouvert le premier restaurant végétarien qui se trouvait à Paris. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au sol et à la préservation de la vie qui s'y trouve? Il n'y a aucune raison qu'on ne tire pas la ficelle quand on commence à s'occuper de restaurer les gens. Moi, j'étais restaurateur, c'est un métier que j'ai pris au pied de la lettre. Donc, restaurare en latin, comme vous savez, ça veut dire remettre en état. Et le nom restaurant, qui est un substantif aujourd'hui, il vient historiquement d'un mot composé qui s'appelait bouillon restaurant et qui était en fait un produit, un bouillon qui restaurait les gens et qu'on servait dans des établissements qui portaient donc ce nom de bouillon restaurant. C'est pour ça que vous avez encore à Paris des restaurants qui s'appellent bouillon chartier, bouillon ceci, bouillon cela.
Et donc restaurer, remettre en état, quand on est restaurateur d'œuvres d'art, on voit bien ce que ça veut dire, et quand on est restaurateur d'humains, ben, on le voit un peu moins, parce que ça coule de source, hein, apparemment. Quand on nourrit les gens, normalement, on les restaure. Le problème, c'est que quand on commence à se poser des vraies questions là-dessus, et surtout à l'époque que j'ai vécu étant jeune cuisinier dans les années 70, 80, qui ont vu l'explosion d'une agriculture qui produisait pas forcément des choses susceptibles de bien nous restaurer, voire de nous restaurer tout court, ben, on est obligé de tirer la ficelle. Là, on ouvre la pelote, quoi, et plus on en tire, et plus il en vient. Et donc, voilà, on se retrouve à fréquenter des paysans ou des Marc-André Sédos. On est obligé, on ne peut pas faire autrement. J'espère que c'est pas trop dur. Ça va, je supporte. Je vais revenir un petit peu à cette vie dans le sol. Comme Mathieu l'a dit, Marc-André est peut-être le plus à même d'y répondre. Cette vie, elle prend plein de formes différentes. En novembre dernier, novembre 2023, des chercheurs ont identifié des bactéries capables de libérer du phosphore permettant la croissance de certaines plantes sur la Lune. En effet, ces essais, publiés dans la revue Communication Biology, ont montré qu'il serait possible de faire pousser des plantes sur la Lune grâce à 3 espèces de bactéries. Marc-André Sellos, les micro-organismes, c'est votre spécialité. Pouvez-vous nous parler de l'importance de cette vie dans le sol? Alors, la diversité des êtres vivants autour des sols, c'est aussi de croiser Arnaud Daguin ou des agriculteurs et de sortir du labo et de partager avec des gens des idées, des questions, des incertitudes aussi, notamment des incertitudes sur l'agriculture de demain, mais aussi la biodiversité, c'est une certitude. Bon, vous citiez ces chiffres, alors sans doute très positifs, hein, de 60% de la diversité globale dans les sols. Il y a sans doute un petit peu de surestimation, mais 25%, c'est vraiment le plancher inférieur. Et de toute façon, c'est énorme. Il y a une biodiversité énorme. On pense aux animaux parce qu'ils sont gros et qu'ils bougent et qu'on les voit. On ne pense pas aux racines, mais on peut les voir quand même. Ce qu'on oublie, effectivement, c'est que dans cette masse d'êtres vivants, il y a surtout des microbes. On prend un hectare de sol de chez nous, le sol d'un hectare de chez nous, ça va représenter 5 tonnes de microbes, bactéries et champignons, 5 tonnes de racines et 1,5 tonne d'animaux. Voilà à peu près les chiffres. Alors maintenant, les microbes, c'est quoi? C'est ce qu'on voit pas à l'œil nu. Et effectivement, ce sont des bactéries. Alors je doute qu'il suffise de mettre des bactéries dans le sol lunaire pour arriver à faire pousser des plantes. Je crois me souvenir, bien qu'étant microbiologiste, qu'il leur faut aussi du CO2 et au fait une atmosphère et de l'eau. Et donc, bon, je crois pas à la planète B, moi, et justement, je me concentre sur la planète A, sur laquelle il y a des sols. Et dans ces sols, effectivement, j'y reviens, il y a des bactéries, bon, on peut en mettre beaucoup dans un sol, hein. Elles émettent pour certaines d'entre elles un composé qu'on appelle la géosmine et qui fait l'odeur de terre. Donc, on ne les voit pas, mais on peut les sentir, hein. La terre, ça sent la bactérie. On a aussi des champignons qui sont des filaments qui courent dans le sol, qui se ramifient, hein, qui se recollent ensemble pour faire des réseaux. C'est microscopique aussi, les filaments en question font 10 millièmes de millimètre. Puis de temps à autre, ils font une partie massive qu'on voit en surface, mais c'est que l'organe reproducteur qui produit des petites spores qui vont aller germer ailleurs pour redonner des mycéliums. Il y a aussi des amibes qui sont, peut-être vous connaissez ce qu'on appelle les blurbs, hein, c'est des grosses cellules qui se déforment, sauf que les blurbs sont géants et que les sols contiennent des amibes qui font plutôt 10 à 100 millièmes de millimètre. Voilà, il y a aussi des virus dont on ne sait absolument rien, on connaît très mal leur diversité, on sait qu'ils sont encore plus nombreux que ces microbes, et bon, on y reviendra peut-être, hein, mais ça, c'est la liste des acteurs de la pièce qu'on va lire. En réalité, cette diversité, elle compte aussi par la diversité des actions qu'elle mène, des fonctions qu'elle remplit, hein. Elle crée les sols. Juste un dernier chiffre, un gramme de sol, ça tient au creux de votre paume, et dans un gramme de sol, vous avez plusieurs millions de bactéries appartenant à des milliers d'espèces. Vous avez un millier d'espèces de champignons, et vous avez plusieurs centaines d'espèces d'amibes. Voilà, la réalité, elle est là. La biodiversité microbienne est largement dans le sol. Merci beaucoup, Marc-André. Et Arnaud Daguin, vous êtes donc un ancien chef cuisinier et expert en stratégie alimentaire. De quelle manière la vie dans le sol impacte aussi la vie dans nos assiettes et dans nos papilles? Ce que nous mangeons nous constitue, vous m'avez sûrement entendu dire ça déjà, et ce que nous mangeons, même si ça passe des fois par des arcanes bizarres, ça vient quand même quasiment toujours du sol, quand ça ne vient pas de l'océan. Et donc ce continuum existe, on ne peut pas le nier, on ne peut pas fragmenter, même si l'industrie agroalimentaire, entre autres, s'y emploie, mais pas qu'elle.
à vouloir fragmenter, à mettre les choses en silo ou dans des tiroirs différents. Mais tout ça, c'est le vivant. Nous sommes issus du vivant, nous sommes vivants, nous sommes le vivant aussi. Et donc, tout ce qui se passe dans le sol, qui est la matrice euh, des terres émergées et du vivant, nous concerne au premier chef, et y compris, mais pas seulement par ce que nous mangeons, aussi par ce que nous respirons, par ce que nous touchons, par ce que nous buvons. Enfin, on est dedans, quoi. Il suffit de lire le bouquin de Marc-André Jamais seul pour comprendre ça. On baigne dans le vivant, on est le vivant, et donc ce que nous mangeons en fait absolument partie. Au-delà de la vie, le sol est également composé d'eau et d'air. D'ailleurs, selon une synthèse du ministère de la Transition écologique à l'échelle mondiale, le premier mètre de sol renferme 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère et 3 à 7 fois plus que la végétation. Régulation climatique, cycle de l'eau, alimentation, le sol rend de nombreux services environnementaux. Mathieu Bravin, vous êtes agronome. Pouvez-vous nous parler de ce qu'on qualifierait de services écosystémiques procurés par le sol? Oui, bah, c'est un concept, on va dire, qui a émergé à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui en fait rassemble l'ensemble des bénéfices que tirent les sociétés humaines du fonctionnement de l'environnement, auquel ces sociétés-là appartiennent évidemment. Et ces services dits écosystémiques, donc rendus par les écosystèmes, se classent généralement en 3 grandes familles. Et qui évidemment dépasse le simple fait que le sol est évidemment un support physique sur lequel on marche et on construit des bâtiments ou des routes, mais évidemment bien plus que ça. Et parmi ces services, on compte donc les services dits d'approvisionnement, évidemment pour l'alimentation, mais également en matériaux, le bois, l'argile pour la construction, mais bien sûr aussi par exemple les terres rares qu'on va retrouver dans tous nos appareils numériques. On a également des services de régulation, vous en avez parlé, le stockage de carbone, qui est un levier important pour lutter contre le réchauffement climatique, le stockage de l'eau, on a beaucoup parlé en France hexagonale cet hiver, des problèmes d'inondation dans le nord du pays. Eh bien, le stockage de l'eau transitoire par les sols est une façon importante de gérer les flux d'eau à l'échelle des territoires. Et c'est évidemment, on en a déjà parlé, un habitat pour la biodiversité absolument essentiel, parmi les plus importants, si ce n'est un des plus importants quantitativement à l'échelle de la planète. Et enfin, on a tendance à oublier l'ensemble des services écosystémiques qui sont de nature culturelle, parce que le sol, c'est un patrimoine archéologique. On y retrouve une part de la mémoire de nos civilisations dans le sol. Et ça a évidemment une dimension esthétique, puisque ça façonne une part de nos paysages, ne serait-ce que le développement de la végétation, qui peut changer drastiquement, évidemment, en fonction du climat, mais aussi en fonction des types de sols dans les différents territoires. Et enfin, il y a évidemment une dimension spirituelle. On retrouve beaucoup, dans plein de religions différentes, de références au sol. Et comme vous l'avez dit également, on y enterre, dans beaucoup de sociétés, on y enterre nos morts. Là, vous venez de nous dire scientifiquement les services rendus par le sol. Maintenant, j'aimerais vous faire écouter un micro-trottoir enregistré par Juliette Roger et moi-même. On va s'intéresser à ce que les citoyens savent du sol. Donc, on leur a demandé qu'est-ce qu'on peut trouver dans un sol. Et voici leur réponse. Il y a beaucoup de choses. De la saleté, des herbes, je sais pas. De la saleté? De l'argent? Si c'est possible, oui, ce serait bien. De la terre. Gramier, goudron aussi. De la cigarette, des choses qui restent. Ça, des cailloux, ouais, feuilles. Des vers de terre. Et on peut trouver beaucoup de choses. Les patates, gambas. Bah, des plantes, des fruits, des légumes. Bah, il y a des bestioles, il y a de la nourriture, il y a tout. Donc, voici les réponses au micro-trottoir. Marc-André Sellos, vous êtes président de la fédération Biogé, qui vise, entre autres, à former les citoyens aux sciences de la vie et de la terre. Que pensez-vous des réponses des passants? Où en sont les connaissances actuelles sur les sols, selon vous? Disons que d'un côté, il y a que les sols, clairement, ils échappent finalement à l'œil parce qu'ils ne sont pas prescriptibles, on ne peut pas voir à travers. De toute façon, ils échappent à l'observation parce que, comme on le disait, ils sont faits de choses trop petites.
pour qu'elles aient du sens. Il y a aussi, avec le terme de saleté, il y a ce côté, et là c'est une construction culturelle, assez paradoxale d'ailleurs, parce que homme, ça a une racine commune avec humus, et très souvent dans les mythologies anciennes, il est tiré du sol. Mais bon, n'empêche qu'il y a la saleté, il y a ce préjugé culturel que c'est l'endroit dégradant, un cutéreux ou s'enterrer quelque part, c'est pas positif. Donc on n'est pas prêt, ni culturellement, ni avec nos sens, à voir ce qu'il y a dedans. Et pourtant, c'est pas faux que l'homme soit fait de sol, parce que quand on regarde bien, d'où vient notre magnésium, notre calcium, notre phosphate, notre azote, tout ça, ça vient du sol. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Arnaud en parlant de chemins détournés. Par tous les chemins, finalement, ce qui arrive à nous, même si on pense à ça, même par le biais de l'océan, ce qui fertilise l'océan, ce qui fait que la bande côtière est fertile alors qu'il n'y a rien à pêcher au milieu de l'océan, c'est que là arrivent des fleuves qui ont drainé l'eau des sols et une partie de la fertilité des sols avec eux. Donc, quelque part, ce qui fait qu'il y a des choses, des algues et de là des poissons et des crustacés dans l'océan, c'est encore les sols. Donc vraiment, quoi qu'on mange, on mange du sol, en fait, par procuration. C'est vraiment ce qu'Arnaud a expliqué tout à l'heure, et c'est paradoxal qu'il n'y ait pas de connaissance, effectivement, de ça, ou de reconnaissance de ça, qui est la première chose. Je dis souvent que c'est le placenta de l'humanité, mais malheureusement, on ne voit pas ça. Alors, pourquoi moi, je pense que ces constructions culturelles sont héritées du passé, et on ne les renouvelle pas par une construction culturelle active, par une prise en main de ce que nous voulons que nos enfants voient, et de ce que nous voulons faire de la science. Et effectivement, au sein de la Fédération Biogé, qui regroupe le muséum, les académies et les sociétés scientifiques, on se bat pour que d'abord les gens arrivent à récupérer plus, les décideurs, les simples citoyens, dans leur vie de tous les jours, leurs choix politiques, leurs choix de santé, leurs choix d'alimentation, récupèrent plus des données de la science, mais aussi on voudrait que les jeunes le récupèrent plus. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement sur l'enseignement du sol? Bon, déjà, au primaire, il n'y a absolument pas d'enseignement des sciences et des jeux du vivant. Donc, il n'y a pas de sol. Dans le secondaire, il y a une pauvre heure par semaine où on fait tout ce qu'on peut sur la sexualité, l'alimentation. Bilan, on a 2 heures en seconde où on va faire un trajet qui va de l'assiette à la ferme et de la ferme au sol. Le fil que tire Arnaud. Et qu'est-ce qui se passe? De toute façon, il n'y a pas le temps de le faire. Alors, on a mis une excursion dans une exploitation agricole pour aller voir la réalité de la production agricole, mais il n'y a pas l'argent pour la faire. Et nos gamins vont être exactement comme nous, incapables de saisir ces objets et leurs liens intimes, mais un tout petit peu dérobés ou cachés à ce que nous sommes, et plus encore qu'à ce que nous sommes, à ce que nous voudrions être. Est-ce que Arnaud et Mathieu, vous avez une réaction par rapport au micro-trottoir? Non, je disais juste que je n'étais pas vraiment surpris. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on discute avec des gens qui n'y accordent pas plus d'importance que ça, ou qu'on discute sur ce sujet-là, on tombe de la chaise. On voit le niveau, Marc-André, le niveau d'inculture totale, et même, je dirais, moi, d'inconscience. Là, on est... C'est même plus le fait de ne pas avoir l'information ou la culture d'un truc, c'est juste le fait de ne pas avoir conscience de faire partie de ce truc-là. Et à mon avis, le verrou, s'il saute un jour, ça sera celui-là, c'est celui de la conscience. Alors, je sais que c'est un peu bizarre de parler de ça, parce que c'est peut-être pas la meilleure façon de préconiser le transfert de la science ou le passage de la science, de parler de conscience, mais pourtant, d'autres en ont parlé avant nous, et il faut les deux. Il faut la science et la conscience. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Arnaud et ce qu'avait dit avant Marc-André. Ce que je rajouterais peut-être, Marc-André a bien souligné le fait que les sols étaient difficilement perceptibles, à la fois par rapport à la petitesse, voire le côté microscopique par définition d'un certain nombre des organismes vivants qui y vivent, aussi par le fait que c'est caché quelque part physiquement, c'est dans le sol, alors que nous on est au-dessus du sol. Mais c'est aussi ce qui rend peu perceptible, c'est qu'en fait c'est un milieu qui est très stable à l'échelle humaine. Je le disais tout au début de l'émission, ça évolue tellement lentement relativement à nous qu'on a l'impression que c'est complètement immobile et immuable, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, mais c'est sur des temps qui ne sont pas nos temps à nous, et ça rejoint la notion de prise de conscience, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de faire prendre conscience aux citoyens, d'être capable de se désaxer un peu de nos références temporelles, de dimensions spatiales qui sont nos dimensions, enfin ce qui est courant pour nous au quotidien et qui n'est pas forcément la règle pour le reste de ce qui nous entoure. Pour
préserver ces sols, donc qui sont si importants pour nous, pour notre survie et celle des autres êtres vivants, comment les consommateurs, eux, pourraient-ils soutenir une agriculture respectueuse de l'environnement à travers, par exemple, leur choix alimentaire, Arnaud Daguin? Pour que beaucoup de consommateurs fassent des choix, entre guillemets, éclairés sur leur façon de s'alimenter, et donc, ce faisant, concourt à faire croître et embellir une agriculture qui, elle, plus que protégerait, mais au moins améliorerait la vie du sol, par exemple, et donc la vie dans ce que nous mangeons. Pour que ça advienne, il faut deux choses. Il faut, un, que les éléments de ça, et Marc-André bataille là-dessus, soient mis sur la table dès le plus jeune âge des gamins, et deuxièmement, que ça soit possible, c'est-à-dire que les conditions matérielles de tel choix soient possibles, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas. Ou alors pour une partie infime de la production agroalimentaire. Donc, vous voyez qu'on a du chemin à parcourir. Donc, si la question c'est est-ce qu'il faut établir un code de la route qui nous dise feu vert, feu rouge chaque fois qu'on achète un yaourt, là, je suis complètement opposé à ça personnellement, et la position de l'association n'est pas non plus très favorable à ce genre de choses. Et alors, toutes les applications qui sont censées vous éclairer sur vos choix alimentaires sont en fait autant de vecteurs de dogmes, de choses fixes qui n'entraînent pas la compréhension de ce qu'on est en train de faire et qui, même pour moi, sont contre-productives puisqu'elles nous empêchent de réfléchir carrément. De la même façon que un feu vert dans une ville peut être un permis de tuer, entre guillemets, parce que, bon, ben c'est le feu vert, donc je roule, quoi, hein, il n'y a pas de voiture. S'il n'y a pas de feu du tout et qu'on risque de croiser un vélo ou un piéton, on va peut-être faire plus attention. De la même façon, pour nos choix alimentaires, si on commence à foutre des drapeaux verts et des drapeaux rouges partout, on va continuer à fabriquer une masse d'abrutis qui diront oui ou non, ou moi je suis contre, moi je suis pour, mais en tout cas, qui n'auront pas plus de connaissances ni de capacité de choix pour autant. Et ça, c'est une phrase que je dis tout le temps. On est plus dans un problème culturel que cultural en termes de sol agricole aujourd'hui. Je pense que pour ce qui est du cultural, des gens comme Mathieu, comme Marc-André contribuent à ce que les progrès soient faits sans arrêt par la connaissance. En revanche, au niveau culturel, on a un long chemin à faire pour que cette adéquation se fasse entre les futurs besoins ou envies de consommateurs éclairés et la production qui va bien pour les satisfaire. Vous voyez ? Donc, si je résume, il faudrait que les consommateurs aient envie d'en apprendre plus sur le sol, d'acquérir plus de connaissances pour pouvoir avoir l'outillage nécessaire pour faire des choix alimentaires qui iraient dans la direction de la préservation de l'environnement et du sol. Juste un avis sur une façon d'y arriver peut-être un peu plus vite, c'est d'exploiter cette capacité que nous avons, nous vivants, et notamment les humains, à éprouver du plaisir quand on mange ce qui est bon pour nous. Et pas un plaisir frelaté, une cosmétique alimentaire, mais un plaisir de proprioception, quoi. Quelque chose qui vous fait dire à l'intérieur de vous, je suis en train de me faire du bien, vous voyez. Et ça peut s'apprendre, ça peut s'éduquer gentiment, et ça peut s'éduquer notamment par le plaisir à la fois de ce que l'on est en train de manger, quand c'est bon, et par le plaisir de le manger avec des gens avec qui on a envie d'être pour manger. Énormément de nos valeurs sont autour de la table, souvent sur la table. On ne va pas rentrer dans les détails, et pour moi, c'est un des biais possibles. Justement, la question culturelle, notre rapport au sol est très important et il va changer beaucoup de choses sur nos choix de consommation, sur nos agricultures. Et cette santé des sols, elle est aussi liée à ce qu'on appelle la justice environnementale. En effet, les populations les plus démunies sont souvent les plus impactées. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, au niveau mondial, près de 80% des personnes en état d'extrême pauvreté vivent en milieu rural avec une survie très largement dépendante de l'agriculture locale. Alors, quelles sont les divergences de santé des sols, de pratiques agricoles, voire de politiques publiques entre, par exemple, les pays du Nord et les pays du Sud? Mathieu Bravin. C'est une très vaste question qui demande un champ de compétences qui va évidemment des sciences humaines et sociales jusqu'à des approches de sciences environnementales et du vivant. Alors, donc, je donnerai
des réponses dans ce qui reste dans mon champ de compétences, et j'imagine qu'Arnaud ou Marc-André pourront compléter. Je dirais deux choses importantes. Si on prend par exemple l'exemple d'un pays riche ou relativement riche comme la France, c'est qu'une part non négligeable de son alimentation est basée sur des produits qui sont importés, parfois de très loin. Ça permet, par exemple, de réguler l'alimentation quand, par exemple, il y a des productions locales qui sont une année, pour des raisons climatiques, par exemple, moins importantes. À l'inverse, dans des pays qui sont beaucoup moins riches, souvent les populations, en particulier celles les moins favorisées, ne peuvent, enfin, ne voient reposer leur alimentation que sur une agriculture vivrière, c'est-à-dire ce qu'elles sont capables de produire chez elles, autour de chez elles, et donc leur survie, tout simplement, dépend directement de la fertilité du milieu. Or, dans ces milieux-là, et en général dans les pays les plus pauvres, beaucoup de ces pays les plus pauvres du monde sont dans les zones tropicales, dans lesquelles la fertilité naturelle des sols est parfois importante. C'était le cas typiquement à La Réunion, où c'est une île relativement jeune d'un point de vue géologique, où la fertilité du milieu est plutôt élevée naturellement. Mais il y a au contraire d'autres zones du globe, et en particulier beaucoup des zones de pays où on a un niveau de pauvreté plutôt important, sont dans les zones tropicales où le niveau de fertilité est relativement et naturellement assez faible, où les sols en fait sont, pour des raisons pour le coup l'homme n'y est pour rien, sont relativement pauvres en matière organique, sont des sols relativement acides, sur lesquels le potentiel de production n'est pas très important. Et quand on dépend uniquement de ce qu'on a sur son territoire pour produire, eh ben, on n'arrive pas toujours à produire suffisamment pour se nourrir correctement. Et du coup, ces populations-là sont extrêmement vulnérables relativement à des problèmes climatiques ou des difficultés d'approvisionnement pour améliorer la fertilité de leur sol, ce qui renforce les difficultés à assurer une sécurité alimentaire dans ces pays les plus pauvres. Donc des enjeux très diversifiés en fonction des régions du monde, de leur climat, de leur type de sol et de plein d'autres choses. Donc des problèmes complexes qu'on ne peut pas forcément aborder de la même manière en fonction du territoire. Donc maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse aux dégradations que ces sols peuvent subir. Alors, tandis que le plan éco-phyto visant à limiter l'usage des pesticides en France est en pause, selon le rapport Appetite for Change, 82% des engrais chimiques ou organiques épandus dans les 56 pays de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies ne sont pas absorbés par les plantes et partent dans l'air, dans les rivières et dans les sols. De plus, la Commission européenne estime que 25 à 30% du sol agricole de l'Union européenne perdrait actuellement du carbone organique, recevrait plus de nutriments que ce dont ils ont besoin, s'éroderait, se compacterait ou subirait une salinisation secondaire. Érosion, imperméabilisation, acidification, pollution et bien d'autres. Marc-André Sellos, pourriez-vous nous parler des dégradations auxquelles font face les sols ? Disons que les gestes qu'on a eus étaient des gestes qui marchaient à court terme. Je veux dire, vous mettez des engrais minéraux, les plantes poussent. Bon, après, il faut en mettre beaucoup et du coup, vous polluez les nappes, vous polluez les eaux continentales et vous pouvez même, à la limite, provoquer des multiplications d'algues sur le littoral. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La fertilité circule des sols vers la mer. Vous pouvez provoquer des marées vertes ou comme aux Caraïbes, des marées brunes. Dans le cas des Caraïbes, c'est les engrais du Brésil. Vous avez besoin de désherber et d'aérer le sol, vous labourez. Le problème, c'est que le sol, ensuite, il est nu, que les bactéries qui ne sont pas mortes de ce labour, elles respirent plus, donc elles consomment plus vite la matière organique. Or, cette matière organique tient le sol se désagrège, comme il n'est plus retenu par ailleurs par la végétation, puisqu'il n'y a plus de végétation, il s'érode 10 à 20 fois plus vite. Mais au moins, vous avez remonté de la fertilité, vous avez fait des trous. À court terme, ce n'est pas aberrant, sauf que votre sol est en train de disparaître. Quand vous mettez des pesticides, ils tombent au sol, et les microbes du sol ont beau en manger les 8 dixièmes, en détruire les 8 dixièmes, il y a un reste. Ce reste re-rentre dans des végétaux, mais aussi, il passe dans l'eau, puisque l'eau vient du sol, répétons-le, et il finit à nos robinets. Donc, vous remarquez qu'au passage, tout ça, ça retombe sur nous. Les marées d'algues vertes, la toxicité de l'eau. Bon. Ces gestes-là, ils marchent à court terme, parce que c'est vrai que quand vous mettez des pesticides, la plante pousse mieux, quand vous mettez des engrais, elle pousse mieux, quand vous labourez, vous désherbez, et pendant quelques temps, l'eau et l'air rentrent mieux dans le sol, bon, ça a beau s'effondrer après, ça marche. Toutes ces actions à court terme font que nos sols sont en péril. Alors, il y a une chose qui n'est pas vraie en France métropolitaine, mais qui est vraie ailleurs, notamment dans certaines zones tropicales sèches, c'est le fait que quand on amène effectivement de l'eau au sol ou de l'eau de rivière ou de l'eau venue de nappes phréatiques plutôt que de l'eau de pluie, cette eau, par rapport à l'eau de pluie, elle contient des sels minéraux
Et donc, vous amenez cette eau s'évapore par les végétaux, et le sel reste, et les sols deviennent invivables. Les Latins, quand ils avaient conquis une ville, ils la rasaient, et pour être sûr que personne n'ait envie de s'installer là de nouveau, ils salaient le sol. Et là, on est en train de perdre à peu près l'équivalent de 2000 hectares par jour de sol dans le monde entier. Hein, ça va à toute vitesse, pas forcément en France métropolitaine, mais dans d'autres régions qui deviennent impropres à la production alimentaire parce qu'ils sont salés. Alors, en fait, c'est qu'on n'a pas pris du tout le temps de s'appuyer sur le vivant pour faire les choses. Il y a des pratiques alternatives. On peut très bien ne plus labourer, et là, la vie du sol remonte. Cette vie, ces animaux, ces filaments de champignons qui sont détruits par le labour reprennent vie, et ils font des trous. Et en plus, il reste de la matière organique. Donc le sol reprend parce que la respiration est moins forte, c'est des trous, mais c'est des petits trous. Donc il y a moins d'oxygène qui rentre, la matière organique est moins vite respirée et elle peut assurer ses fonctions de rétention d'eau, de rétention de fertilité, parce qu'elle interagit avec l'eau et l'azote ou le phosphate du sol pour les retenir. Et puis elle reprend aussi des fonctions de cohésion du sol qui limitent l'érosion. Ça, c'est des agricultures non labourées qui ont été développées et qui ont d'ailleurs été développées plutôt sous les tropiques et plutôt par des praticiens au départ que par des scientifiques. Il y a aussi des façons d'amener les engrais sous forme organique, et c'est ce que fait l'agriculture biologique, qui n'a pas recours aux produits de synthèse ou aux produits minéraux, et qui amène la fertilité, et d'ailleurs de la matière organique aussi, sous forme de matière organique. Il y a donc des solutions qui, en fait, reviennent à retrouver un fonctionnement du sol comme à l'ancienne. C'est une logique à retrouver, et alors vous allez me dire, oui, mais et les pesticides, parce que ça, on en a besoin pour lutter, ben oui, mais utilisons au maximum la sélection variétale pour faire des plantes résistantes. Aujourd'hui, l'INRA, par exemple, produit des plants de vignes polyrésistants qui sont très résistants, avec plusieurs résistances, donc c'est très difficile à contourner évolutivement par l'oïdium ou le mildiou. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 7 fois moins de traitements pesticides. En fait, on a 7 fois moins de traitements et pratiquement plus de traitements pesticides. Voilà. C'est parfait parce qu'en plus, on passe plus dans la parcelle, on n'écrase plus le sol, on n'a plus de problème de tassement. Il faut faire des cultures mixtes, céréales légumineuses, des mélanges de variétés de blé résistantes avec des résistances aux pathogènes différents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand on a compris qu'effectivement c'était le vivant qui faisait les trous, qui faisait la fertilité, qui luttait contre les maladies, eh bien, ce qu'il faut, c'est l'utiliser comme un outil. Et puis, on termine en mettant un petit complément d'engrais minéraux, en labourant là où on ne peut pas faire autrement, ou certaines années où on est envahi par de la végétation indésirable, et en mettant des pesticides si jamais en fin de saison ça merde vraiment. En plus, comme on en mettra moins souvent, les organismes que nous viserons seront moins résistants. Merci Marc-André. Donc en fait, des dégradations du sol qui sont dues en partie à notre manque de prise en compte des êtres vivants du sol et de leur utilité, et dues à nos pratiques agricoles modernes. Donc beaucoup de choses à repenser. Vous avez également commencé à nous expliquer que le sol était également lié à l'eau, à l'air. Alors ce sol, en effet, constitue une interface essentielle au transfert, notamment de contaminants, vers d'autres compartiments, donc l'eau, l'air, les organismes vivants. Maintenant, j'aimerais que Mathieu Bravin, en tant que biogéochimiste, vous nous expliquiez pourquoi, selon vous, ce qui concerne le sol concerne également le reste de l'environnement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, comme vous l'avez dit, le sol est évidemment une interface, c'est-à-dire que c'est un compartiment de l'environnement qui est très bien connecté à l'ensemble des autres compartiments de l'environnement, l'ensemble des ressources en eau, que ce soit des eaux douces, les lacs, les rivières, que ce soit l'eau salée, l'océan, via les rivières, que ce soit l'air, évidemment, qu'on respire, l'atmosphère, ou les organismes vivants qui vivent dans le sol ou pas. Par exemple, le sol est connecté à nous, on l'a suffisamment dit dans le début de l'émission, via, par exemple, ce que nous mangeons. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on peut définir le sol, de par ses propriétés, je reviendrai là-dessus, comme un super réceptacle. En effet, le sol a des propriétés très particulières qui font qu'il est une sorte de filtre à la fois physique, comme un tamis, et puis surtout chimique. Il interagit avec les éléments qu'on apporte, de manière à les retenir. D'ailleurs, une des fameuses fonctions écosystémiques assurées par le sol, c'est la fonction d'épuration du milieu, c'est-à-dire quand un ensemble de contaminants arrive sur les sols, et même si l'eau traverse, l'eau se, entre guillemets, nettoie en traversant les sols et ressort avec moins de contaminants qu'elle n'est rentrée.
Et ce processus-là fait que du coup, les sols assurent cette fonction donc, d'épuration du milieu. Donc c'est vrai pour les contaminants chimiques, mais ça peut être vrai aussi d'un point de vue biologique. Par contre, évidemment, ces propriétés ont des limites. D'une part, parce que le sol peut finir par être affecté par les contaminants qu'il accumule. Et deuxièmement, parce que, c'est-à-dire son fonctionnement, hein, notamment les organismes qui y vivent peuvent être affectés par des effets toxiques qui altèrent le développement de ces organismes au sein même du sol, et donc qui vont altérer in fine le fonctionnement même du sol. Et deuxièmement, parce que au bout d'un moment, cette capacité d'épuration peut finir par être arrivée à saturation, et une partie de ces contaminants vont se transférer de manière anormale vers les autres compartiments de l'environnement, où on peut observer des contaminations de l'eau. Donc, Marc-André parlait par exemple, quand on a des excès d'apport d'azote ou de phosphore, on va avoir des transferts anormaux vers la ressource en eau et de l'eutrophisation avec des conséquences comme par exemple les algues vertes qui se déposent par exemple en Bretagne, sur les plages en Bretagne. Donc voilà, mais c'est vrai aussi pour tout un tas d'autres contaminants, et c'est la même chose dans notre alimentation, c'est-à-dire qu'on peut avoir un transfert dans les cultures, et en particulier dans les organes consommés des cultures, les grains de blé, la tomate, etc., ou la carotte, et du coup, qui va finir par générer un transfert vers l'être humain, potentiellement, qui peut devenir toxique pour l'être humain. Donc le sol, en définitive, il a certes une capacité d'épuration, mais si cette capacité d'épuration elle est trop mise à l'épreuve, elle finit par ne plus être en mesure de limiter le transfert vers les autres compartiments et de finalement protéger le reste de l'environnement des risques de contamination. Et au-delà des contaminants, il y a aussi des nutriments qui traversent le sol et qui sont drainés par les eaux. Marc-André, dans une interview, vous preniez l'exemple du Brexit et des pêcheurs. Est-ce que vous pouvez résumer cet exemple en une ou deux phrases? La fertilité par des sols fertilise le littoral et qu'on ne peut pas pêcher en mer. En mer, quand il y a un cadavre, il ne subit pas les processus de décomposition qui se produisent dans le sol à proximité de la lumière. C'est-à-dire que les cadavres sont petit à petit attaqués par des organismes qui en libèrent l'azote, le phosphate, et ça permet aux plantes de repousser. En mer, ces organismes existent. Mais la première chose que fait un organisme mort, c'est de couler vers le fond, qui se trouve à 1, 2, 3, 4, 5 km de profondeur. Et souvent, il se décompose un peu en chutant et au fond. C'est-à-dire que l'azote, le phosphate sont relâchés très loin de la lumière. Donc au milieu de l'océan, c'est une vraie machine à s'appauvrir qui enfonce, qui enfouit toutes ces ressources. Et d'ailleurs, ce qui manque le plus au milieu de l'océan, c'est pas l'azote, c'est pas le phosphate, c'est le fer. Au total, au milieu de l'océan, il n'y a rien à manger, il y a très peu de photosynthèse et donc très peu d'organismes capables de se développer puisqu'il n'y a pas d'algues à manger. En revanche, le long du littoral, il y a une forte production, et le Brexit, c'est l'histoire d'un pays qui part de l'Europe avec ses eaux continentales, dans lesquelles il y a des sels minéraux qui sont, bon, certes en partie celles de la Tamise, mais qui sont aussi ceux du Rhin. Et le problème des pêcheurs, c'est que faire une certaine distance de leur port aux eaux britanniques, ça valait la peine. Faire la même distance pour aller ailleurs au milieu de l'Atlantique, ça ne sert à rien, il n'y a pas de poisson. C'est toujours le long d'une côte qu'on trouve du poisson. Le sol, il n'est pas isolé, c'est pas le seul point. C'est un morceau du monde, et tous les morceaux du monde collent, coincent, s'entre-épousent entre eux. Moi, j'aimerais revenir à vous, Arnaud Daguin. Vous l'avez dit en début d'émission, vous n'avez pas dit la phrase complète. Dans une interview, je vous ai entendu dire: ce que tu manges te constitue et dessine ton monde à l'extérieur. Tout à l'heure, nous avons parlé des consommateurs. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les défis auxquels les chefs cuisiniers sont confrontés lorsqu'ils essayent de soutenir une approche de la cuisine durable, donc qui prend en compte la santé des sols, mais aussi du même coup, vu qu'on l'aura compris, la santé de l'air, de l'eau, parce que évidemment c'est lié, et celle de la biodiversité et des consommateurs. Donc, comment font les chefs cuisiniers pour soutenir une approche de la cuisine durable? Alors, comment ils font, je n'en sais rien, parce que je ne suis pas eux, mais comment j'ai fait, moi, toute ma carrière, ça, je peux vous en parler. C'est juste le défi principal, c'est-à-dire celui qui est le plus immense à relever, c'est justement d'aider à la compréhension qu'il n'y a pas de couture, comme disait Marc-André, que tout ça, ça poisse et ça colle, que tout est absolument lié, et que donc on ne peut pas, en gros, être en bonne santé tout seul dans son coin. Voilà, ça n'existe pas. Le mec en bonne santé et le reste du monde qui ne va pas bien, ça n'existe pas. C'est une idée, une vue de l'esprit. Voilà.
ce concept de santé unique, c'est ça le défi principal, et pour les cuisiniers, les restaurateurs et leurs clients, c'est de comprendre ça. Et que c'est pas parce qu'on connaît le bon producteur de bons cochons qui va faire le bon saucisson qui ne nous rendra pas malade qu'on est sorti des emmerdements. C'est pas vrai. C'est une vision complètement idiote du sujet. Et donc, dans l'état du marché aujourd'hui, évidemment qu'on fait tous des efforts pour aller chercher les produits qui, à notre connaissance, et quelquefois elle est partielle, sont issus des pratiques qui sont, on va dire, les moins dommageables pour notre avenir. Ça, c'est un comportement personnel chez le cuisinier. Et puis, en même temps, comme je le disais tout à l'heure, on peut consacrer une partie de notre temps de restaurateur au contact des clients pour en discuter et pour essayer de faire passer un certain nombre de messages. D'où cette phrase qui, dans la phrase exacte, entre guillemets, c'est « ce que tu manges te constitue » et c'est un « et » inclusif, « ce que tu manges dessine ton monde ». C'est juste pour faire comprendre que notre alimentation, elle définit, elle structure, elle constitue ce que nous sommes à l'intérieur de nous, et en même temps, ces choix alimentaires, ces façons de produire cette alimentation dessinent notre monde autour de nous. C'est exactement ce que viennent de dire Mathieu et Marc-André. J'ai trouvé que cette phrase-là, suffisamment compacte pour mettre en quelques mots tout ce qu'on vient de dire là depuis le début. Voilà. Merci beaucoup Arnaud, un beau résumé pour expliquer que si on veut être en bonne santé, il faut également prendre en compte la santé de notre environnement, dont celle du sol auquel on s'intéresse aujourd'hui. Donc ainsi, dans cette première partie, nous aurons compris que les sols hébergent un grand nombre d'êtres vivants qui contribuent à la santé de ces sols et que certaines pratiques humaines appauvrissent cette biodiversité et donc la qualité des aliments que nous consommons. Nous aurons également vu que le sol joue de nombreux rôles sur l'environnement, comme la régulation climatique, la diminution des crues et le maintien du cycle de l'eau. Donc, merci à Marc-André Sellos, Mathieu Bravin et Arnaud Daguin de nous avoir éclairés sur le sol et son rôle dans le maintien de la vie sur Terre. On vous retrouve le 15 avril dans une seconde partie d'épisode où nous verrons ensemble comment science, société civile et politique peuvent être des pistes pour préserver la santé des sols et du même coup la nôtre et celle des autres êtres vivants. Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe Henrion. Avec Juliette Roger, nous avons enregistré le micro-trottoir. Audrey Chaunette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Chanron de l'infographie. À très vite, bonne écoute.